Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière. Par conséquent, dans ce podcast, il est encore un peu question du manga Fire Force d'Atsushi Okubo, dont l'ultime tome est sorti en juillet dernier. Version normale ou version collector, les deux sont dispo. Dans ce manga d'action et d'aventure, on y découvre une humanité qui va mal et qui doit faire face à un étrange phénomène, la combustion spontanée d'êtres vivants. Pour lutter contre ce fléau, il existe la Fire Force, des sortes de pompiers de l'extrême qui pour la plupart sont dotés de pouvoirs de manipulation du feu. Donc pouvoir, humour et baston au style hors du commun sont les clés de cette série qui sait marquer ses différences. Mais c'est pas tant de Fire Force que de l'écrin dans lequel le manga a été prépublié au Japon dont il est question aujourd'hui avec notre invité Julien Bouvard, maître de conférences en études japonaises à l'université Lyon 3, spécialiste du Japon. Tu mènes des recherches sur l'histoire du manga. Salut Julien. Bonjour. Nous allons, avec toi, nous intéresser plus en profondeur au magazine dans lequel on pouvait lire Fire Force au Japon, le fameux Weekly Shonen Magazine. Est-ce qu'on peut dire que c'est le principal concurrent du célèbre Shonen Jump dans lequel on pouvait lire Naruto, par exemple ? On peut dire ça. En fait, en France, on connaît assez bien le Jump, mais c'est pas du tout la seule revue de prépublication de manga au Japon. Il y a près de 200 titres différents qui paraissent chaque année là-bas. En revanche, il y a peu d'hebdomadaires, environ une dizaine, et Magazine donc en fait partie. Et alors, si ce n'est pas aujourd'hui l'hebdomadaire qui se vend le plus, puisque c'est le Jump qui a la première place, eh bien, Magazine a néanmoins une place cruciale dans l'histoire des revues, puisque c'est la première à être éditée à partir de 1959 en tant qu'hebdomadaire, et ce de manière conjointe avec une autre revue hebdomadaire, qui est le célèbre Shonen Sunday, édité par un autre éditeur, à un moment en fait où toute l'industrie de la presse se tournait vers des revues qui paraissaient donc toutes les semaines et non plus tous les mois. Donc, il existait au préalable des mensuels et donc à partir de la fin des années 50, le rythme de publication des mangas est bouleversé, peut-être aussi bien évidemment le travail des éditeurs et encore plus celui des dessinateurs qui doivent aussi s'adapter donc à un rythme hebdomadaire et non plus mensuel. C'est à partir de ce moment-là où ils ont introduit les notions de vote et autres, ou c'était déjà dans les mensuels ? Alors c'était pas aussi automatique que ça l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a des différences puisque autant chez Jump, donc c'est un système de classement des séries qu'il faut rendre sur un bulletin réponse. Donc si vous avez déjà touché un Jump, vous avez vu ça, c'est tout à la fin en fait de la revue. Mais pour Magazine, le système est un petit peu différent. C'est moitié la popularité donc des séries par le lectorat, mais aussi la popularité des séries quand elles sont imprimées sous format tankobon et les chiffres de vente qui donnent en fait des indications à la maison d'édition pour savoir s'il faut ou non continuer la série ou l'arrêter si jamais on se rend compte que ça marche plus du tout, que ce soit dans le magazine ou en version reliée. Ouais, est-ce que sachant que dans le Jump, ils en tiennent compte, mais de manière plus officieuse, cette partie vente en tant que cobonne ? Oui, tout à fait. Alors, officiellement, la formule Jump, c'est vraiment tout pour le lectorat. C'est le lectorat qui doit absolument décider si une série doit ou non continuer. Bon, en fait, dans les faits, il y a quand même des exceptions avec des séries qui arrivent à s'en sortir uniquement parce qu'il y a une petite frange de fans d'une centaine de personnes qui toutes les semaines renvoient le petit coupon et donc ça a tendance un petit peu à fausser entre guillemets les votes et créer des petites surprises qui existent encore d'ailleurs de nos jours. Et en termes de typologie de lecteur, est-ce qu'il y a vraiment un lectorat Weekly Shonen Mag ? C'est difficile à dire. Alors comme l'indique son titre en fait, donc Shukan Shonen Magazine, donc le terme de shonen a été réutilisé. Alors c'est le terme qu'on utilise depuis le début du XXe siècle dans les revues périodiques pour enfants au Japon.
Et de ce fait, pour l'anecdote d'ailleurs, hein, jusque dans les années 70, la revue va aussi publier pas uniquement du manga, mais aussi beaucoup d'articles, je dirais, de rédactionnels, hein, sur l'actualité, mais aussi des reportages sur la géographie, l'histoire, l'actualité, et notamment beaucoup de numéros assez célèbres sur la guerre du Vietnam à la fin des années 60. Et c'est vrai que voilà, shonen, ça signifie garçon, voire petit garçon. Donc, au tout début de la publication de Shukan Shonen Magazine, c'était en fait les enfants de primaire jusqu'au milieu de collège. Mais si on regarde les enquêtes sociologiques aujourd'hui du lectorat sur cette revue, on se rend compte que le lecteur moyen, c'est plutôt un garçon d'une vingtaine d'années. Oui, d'où les couvertures qui, contrairement au Weekly Shonen Jump, nous montrent des idoles, par exemple. Absolument. Alors l'histoire des couvertures de Shonen Magazine, c'est vraiment absolument intéressant, hein. Ça nous permet comme ça de voir toute l'histoire de l'évolution du manga, mais aussi de l'évolution de l'industrie du manga, puisque les toutes premières couvertures fin des années 50, début des années 60 montraient des stars de l'époque, des joueurs de baseball, des combattants de sumo, des chanteurs, etc. Et puis peu à peu, on va se tourner vers donc des personnages de manga qui vont faire la célébrité de la revue, notamment à la fin des années 60. C'est la première revue à atteindre le million d'exemplaires par semaine. Et à ce moment-là, en fait, s'opère un changement assez intéressant où les influences du Gekiga vont se retrouver particulièrement dans cette revue plus que dans ses concurrents, et beaucoup en fait d'artistes, de personnalités du monde intellectuel japonais vont aussi se retrouver dans cette revue, au point que le graphiste et designer Yoko Tadanori va s'occuper d'une partie des couvertures au début des années 70 et proposer des choses assez avant-gardistes, mais aussi des compositions là aussi très excentriques, originales, avec des photographies de dessinateurs de manga. Photographiés un petit peu comme s'ils étaient des rockstars. Et puis plus récemment, l'évolution principale, c'est à partir des années 80 que ça commence, c'est les Glabia Idolu, c'est-à-dire donc ces jolies filles qui apparaissent sur les couvertures. Et peut-être c'est là une différence avec Sunday, Jump ou Champion, qui sont les concurrents donc de Magazine. Effectivement, à Magazine, il y a une très forte propension à mettre en couverture ces idoles plutôt que des séries de manga. Et j'ai regardé pour l'année 2023, j'ai trouvé les chiffres, je crois qu'il y a 49 couvertures sur les 52 couvertures de l'année qui montrait une jolie fille en bikini plutôt qu'un personnage de manga. Et côté manga, alors quelles sont les grandes séries un petit peu fondatrices du magazine et qui ont marqué un petit peu son époque, enfin ses époques, parce qu'en 70 ans, il y en a eu quoi. Oui, c'est passé beaucoup de choses effectivement. Alors comme je disais, je pense que vraiment l'âge d'or de Shonen Magazine, c'est la fin des années 60, début des années 70, avec deux séries. Ashtanojo, qu'on connaît en France, qui a été publié, et puis Kyojin Roshi, qui est un manga de baseball extrêmement célèbre. Deux séries qui partagent d'ailleurs le même scénariste, qui s'appelle Kajiwara Ikki, et qui sont en fait vraiment les grands succès de l'époque, qui sont d'ailleurs deux séries de sport, boxe et baseball. Et puis, donc, pendant la même période, comme je disais, il y a beaucoup d'influence du Gekiga, et donc on va retrouver des auteurs qui jusque-là publiaient dans le système du Kashironya, c'est-à-dire le système des mangas de prêt, dans Shonen Magazine. Je pense à Saito Takao, l'auteur de Golgo 13, Mizuki Shigeru, auteur de Kitaro, Umezu Kazuo, auteur de manga d'horreur qu'on connaît bien, Nagai, le père de Goldorak et de Devilman, publie également dans cette revue. Et puis pour ce qui est du sport, on pense à Mizushima Shinji pour le baseball. Matsumoto Leiji également a publié pendant un temps dans Magazine. Bref, je pense qu'on a vraiment un âge d'or à cette période-là. Et puis peut-être un creux par la suite, peut-être la conséquence de l'arrivée de Jump sur le marché en 68, mais qui va surtout exploser au milieu des années 70, l'apparition de nouveaux dessinateurs d'une nouvelle génération qui vont proposer donc de la love comedy dans Sunday ou du manga comique
dans Jump, je pense que le magazine va avoir du mal à prendre le même virage jusqu'aux années 90 en fait, où là il y a un deuxième âge d'or qu'on peut identifier, puisque c'est le moment où au début des années 2000, le magazine va dépasser Jump en vente donc hebdomadaire. C'était le moment où Kindaichi, GTO ou encore Lovina dans un autre genre étaient publiés dans la revue. Donc c'est un moment, je pense, que la revue devait se vendre à peu près 3 millions d'exemplaires par semaine. Bon, aujourd'hui, hélas, le marché des revues de prépublication est moribond, comme vous le savez, et elle tourne aujourd'hui autour de 370 000 exemplaires par semaine. Mais ce qui est très loin, mais pour le Jump comme pour le Weekly Shonen Mag, tout à fait, comme pour tous, quoi. Tout à fait. Et néanmoins, ils arrivent quand même à suivre les goûts du public, à se remettre en question, parce qu'il y a quand même des séries comme To Your Eternity, Tokyo Revengers, La Frontière même, dans un autre genre, Blue Lock, ou Getchu Kuta qui, casse un peu les codes du shonen, et voilà. Et après, ils ont récupéré un auteur comme Atsushi Okubo, où là, aussi, qui sort un peu des cases, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde le line-up des séries qui sont donc publiées dans la revue, Blue Lock, Shangri-La Frontiers, To Your Eternity, etc. Et Fire Force, bien évidemment, c'est quand même des séries qui ont eu droit, toutes, si je ne me trompe pas, à une adaptation en animé, qui font l'objet d'un média mix, donc d'une vente de produits dérivés assez intense au Japon. C'est à peu près le cas pour la moitié des séries publiées dans la revue, donc ce qui montre un certain succès, effectivement. Je pense même particulièrement à la série Blue Lock, qui l'année dernière, en 2023, a été l'une des mieux vendus sur le territoire japonais. Donc oui, effectivement, même peut-être. En France, elle fait maintenant d'ailleurs partie des. Oui, tout à fait. En France aussi aujourd'hui, oui. Je crois que c'est difficile de définir une spécialité de magazine, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, je me dis qu'il y a un mélange entre fantastique, sport et un petit peu de romance. C'est, je crois, la formule de cette revue, alors qui ressemble finalement à peu près à celle de Sunday ou celle de Jump. J'ai l'impression qu'il y a moins de séries humoristiques, par exemple, et qu'il y a peut-être une emphase quand même sur le fantastique, un petit peu plus que dans d'autres magazines. Et à ce propos, Fire Force s'intègre là aussi assez bien, et on peut comprendre que les éditeurs donc de magazines, et forcément la société Kodansha, ait quelque part débauché cet auteur qui était jusque-là chez Gangan, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça, Square Enix. Dans une autre revue qui est un petit peu moins huppée, qui appartient à Square Enix. Mais plus proche de chez lui, en fait. C'est le mythe. Pardon ? Et plus proche de chez lui. Oui, d'accord. Le mythe fait qu'il a signé chez eux parce qu'en fait, il était plus proche en métro. Ouais, alors moi, je pense qu'il y a une autre raison qui est peut-être plus simple, mais c'est qu'en signant un contrat avec Magazine, il était presque sûr et certain d'avoir sa série adaptée en dessin animé, beaucoup plus qu'avec une série publiée dans Gangan, tout simplement. Mais pour Gangan, c'était sa première, c'est pour ça. Donc c'est comme ça qu'il s'amuse à le présenter. Mais il a beaucoup d'humour, donc. Oui, non, bien sûr, mais peut-être qu'il avait un contrat plus intéressant. Et je pense aussi que dans une carrière de dessinateur, c'est quand même plus valorisant d'être chez Magazine, justement parce que c'est une revue qui est ancienne, qui est associée à des grands auteurs, plutôt que Gangan qui fait partie des revues beaucoup plus récentes. Merci beaucoup en tout cas, Julien, de ton expertise et de nous avoir raconté cette histoire du Weekly Shonen Magazine. Merci à vous, je vous en prie. À très bientôt, merci beaucoup Julien. On aurait pu, je pense, en fait, faire 1 heure de plus, discuter de tout ça. La prochaine fois, pas de problème. Il y a autre chose à dire, c'est clair. Merci beaucoup Julien. Merci. Le Weekly Shonen Magazine se trouve en cherchant bien dans les différents sites web et boutiques d'import. À Paris, par exemple, vous avez même une librairie japonaise, si vous le souhaitez. Et Fire Force d'Atsushi Okubo, c'est donc 34 tomes d'une intensité exemplaire, entièrement disponibles dans toutes les librairies. Et bien sûr, s'ils ne sont pas en rayon, sachez que vos libraires peuvent tout à fait commander simplement l'ensemble de ces tomes. La semaine prochaine, vous allez voir, on vous prépare une rentrée d'enfer. À bientôt, ciao, salut.